Et sans plus tarder, bon, on peut attaquer le vif du sujet, c'est-à-dire le deep dive d'Euronext. On va changer un peu la façon dont on tourne les deep dive. Vous nous direz en commentaire, vraiment, n'hésitez pas à nous dire en commentaire ce que vous allez en penser. Du coup, en fait, ça va suivre donc le modèle d'analyse en 15 étapes que personnellement j'ai introduit dans mes vidéos. Bonjour à Bonjour tous. à tous et bienvenue sur Focus Fondamental Podcast, le podcast qui n'a pas été trop régulier la dernière semaine. On s'en excuse, il y a eu une petite Ouais. semaine de répit. Enfin, en vrai, non, en fait, c'est tout simplement parce que j'ai pas pu trouver un seul moment pour tourner le podcast. En fait, je sais pas si vous avez regardé les informations, mais il y a eu des intempéries sur Paris, des grosses intempéries, des arbres qui ont été soufflés, etc. Donc, il y a eu beaucoup de verre de cassé. Et vous savez, du verre cassé, bah, c'est du verre à remplacer et c'est du verre à facturer. Du coup, bah, on a été pas mal, vraiment, pas mal occupés bah, pour remplacer tous ces verres-là, etc. Les devis et nanani. Donc, c'était du 6 jours sur 7, même du 7 jours sur 7, donc vraiment pas un seul moment pour tourner le podcast, malheureusement. Je m'en excuse et maintenant, bah, c'est reparti pour une tournée de podcast que l'on va faire aujourd'hui avec Hugo et que vous aurez comme d'habitude tous les lundis matins à 8h afin de bien commencer la semaine. Ça va, tu vas bien Tout toi à Hugo? fait. Bah écoute, nickel. Et justement, on va essayer de mieux s'organiser pour les podcasts en faisant peut-être un peu plus d'avance. Parce qu'avant, on était en flux tendu, c'est-à-dire d'une semaine sur l'autre. On tournait le podcast en S-1, du coup. Mais ça peut être intéressant d'avoir un peu plus d'avance, quitte à sacrifier ce côté actualité. Parce que c'était pour ça qu'on était en flux tendu, c'était pour bénéficier de certains sujets d'actualité, tu vois, pour réagir un peu sur l'état des marchés, etc. Mais en vrai, je suis pas sûr que ce soit forcément très pertinent, sauf de temps en temps. Mais voilà, préparer plus de podcasts d'avance, ça peut être intéressant pour pallier à ce genre de cas de figure, étant donné que maintenant tu as un vrai boulot, contrairement à avant où, où tu faisais du Ah ouais, 8 heures là. semaine. Non, non, là, maintenant, je travaille vraiment. Là, je suis passé d'un petit 39 heures à un bon 70 heures et je peux vous dire que c'est pas drôle parce que c'est vrai qu'avant, bon, bah, je travaillais le podcast dessus, enfin, pendant mes petites heures de travail. C'était toujours intéressant. Ça permettait de bien tout préparer, mais là, ce n'est plus du tout le cas. Donc là, mais même, en vrai, ce qui est intéressant, c'est de changer sa façon de travailler, tu vois. Alors Hmm. qu'avant, bon, tu faisais un peu de recherche. Après, tu faisais un peu de portable, après, tu checkais tes mails, etc. Alors que là, bah, c'est plutôt. J'avais regardé pas mal d'articles à ce sujet, c'est tout ce qui est deep learning. En Deep gros, work. ouais, deep work, voilà. Travail intense, où justement tu te mets des plages horaires, pas de portable, rien pour te déconcentrer, vraiment tu es dans ta bulle et en fait tu es beaucoup, beaucoup plus productif. Ça te demande qu'une heure, l'effort mental il est condensé du coup en réel, enfin juste en 60 minutes et ça permet d'envoyer beaucoup plus de contenu. Donc franchement les amis, si ça vous intéresse, allez sur ChatGPT et mettez comment apprendre plus façon deep work, vous allez voir ça peut être pas mal, vous allez pouvoir potentiellement décupler votre façon de travailler de façon efficace. Carrément. Et, et aujourd'hui, c'est le jour du deep dive d'Euronext. Tout à fait, depuis le temps qu'on doit le faire, mais juste avant d'attaquer, moi j'ai une petite annonce à vous faire. Quand vous verrez ce podcast, ça sera pas encore tout à fait annoncé, puisque le podcast sortira à 8h lundi matin. Moi j'enverrai le mail d'annonce à midi, mais il se peut que dans la matinée du lundi, donc dans quelques heures, quand vous regardez ce podcast, ce soit en ligne. Donc stay tuned parce que donc j'ai créé un serveur Discord IQ Invest. Donc ça faisait en fait ça fait depuis le moment où j'ai lancé l'app qu'on me demande de faire un serveur et j'ai toujours repoussé ça en me disant ça va être trop de boulot à gérer, trop de boulot de modération, tout ça. Mais en fait, j'ai franchi le pas. Pourquoi? Parce que alors déjà j'ai eu l'inspiration sur pas mal de podcasts que j'écoute en ce moment. Mais en plus de ça, je trouve que aujourd'hui, il manque cet aspect contact de groupe. C'est-à-dire que, vous voyez, par exemple, moi, Instagram, fondamentalement, Instagram, ça, désolé du terme, ça me fait chier. Parce que si tu veux partager un truc sur Instagram, t'es obligé de faire une story, par exemple. Ça prend du temps. Je sais pas, je vous donne un exemple. J'écoute un podcast sympa, je veux vous le partager.
je suis obligé de prendre un screenshot, prendre la vignette du podcast, ensuite mettre le petit truc lien, copier-coller le lien, c'est l'enfer. En plus sur mobile, les copier-coller et tout, vas-y, honnêtement, ça me rend fou. C'est pour ça que je mets pas de story sur Instagram en fait, parce que je déteste ça. Et aujourd'hui, donc il y a du contact un peu one-to-one via Intercom, donc le chat de l'app, via les mails, via un peu les commentaires YouTube, mais il n'y a pas d'endroit comme ça où on peut se partager des choses, on peut se partager des bonnes idées, des articles, des vidéos, des podcasts, où on peut discuter, moi je sais pas, des annonces de résultats, où je peux vous faire des sondages sur les prochaines analyses, les prochaines vidéos, etc. Et je me suis dit que ça pourrait être intéressant de lancer ce serveur Discord. Également, ça sera plus simple pour organiser tout ce qui va être rencontre abonnée. On va le refaire. On va le refaire en septembre. On va faire une rencontre abonnée Focus Fondamental sur Paris. C'est sûr et certain. Donc rejoignez le Discord. Rejoignez le Discord. C'est ouvert à tout le monde. Il n'y a pas besoin de payer ou quoi que ce soit. Donc pour ça, vous avez le lien en fait dans l'application EQUINVEST. Donc l'application EQUINVEST, vous avez un accès gratuit. Vous n'êtes pas obligé de payer l'abonnement. Il y a un accès gratuit au Magnificent Seven, mais surtout dans la barre de navigation à gauche, vous retrouverez le lien d'invitation Discord. Vous cliquez dessus. Si vous avez déjà un compte Discord, vous avez juste à vous connecter avec votre compte. Sinon, vous créez un compte, ça prend 2 secondes. Et vous rejoignez le serveur. Et comme ça, on pourra discuter, se partager des choses tous ensemble. J'espère que ça va être cool. Même pourquoi pas organiser des rencontres un peu plus fréquemment, etc. Parce que voilà, c'est vrai que la bourse c'est quelque chose d'assez solitaire, donc ça peut être sympa d'en discuter aussi IRL tous ensemble. Voilà. Non, puis c'est sûr, puis il suffit que, je sais pas, il y a 2 personnes de Grenoble qui se rencontrent sur le serveur, ils peuvent se revoir et tout, donc c'est vraiment l'aspect communautaire qui est sympa, quoi. Ouais, carrément. Carrément, carrément. Donc voilà. Et sans plus tarder, on peut attaquer le vif du sujet, c'est-à-dire le deep dive d'Euronext. On va changer un peu la façon dont on tourne les deep dive. Vous nous direz en commentaire, vraiment, n'hésitez pas à nous dire en commentaire ce que vous allez en penser. On va essayer de faire ça de façon plus vivante et de façon plus directe. Ça veut dire que, parce que c'est vrai que des fois, quand on se réécoutait, on avait un peu l'impression que l'on se radotait sur quelques points. Mm. Donc voilà, une fois qu'on a évoqué un point en particulier, on essaye de pas revenir dessus parce que sinon ça risque de faire un peu monotone. Je sais qu'on a vu le retour de quelques-uns de nos amis à ce sujet, donc voilà. Le but c'est de s'améliorer. On est encore au tout début du podcast. Vous verrez dans 10 ans où est-ce que Focus Fondamental Podcast sera. Tout à fait. Donc Et donc du coup Euronext, en pour fait, ceux qui... ouais, Vas-y, désolé. je t'en Du prie. coup en fait, ça va suivre donc le modèle d'analyse en 15 étapes que personnellement j'ai introduit dans mes vidéos. Pourquoi? Puisque l'ancien modèle en fait était hyper redondant, notamment au niveau du SWOT, puisque en général tous les éléments du SWOT c'était des trucs qu'on avait déjà dit avant. Pareil pour l'avantage compétitif, etc. On avait tendance à répéter 4 ou 5 fois la même chose. C'était assez relou. Donc là, voilà, on va essayer de faire un format plus fluide et aussi peut-être pourquoi pas un peu plus court, parce qu'avant les deep dives ils duraient 2 heures et tout, c'était assez long. Donc là, on va essayer de garder le format sur 1 heure, max 1 heure et demie. On va voir ce que ça donne et vous nous ferez vos retours en commentaire ou même sur le Discord. Hein. N'hésitez pas à nous partager tout ça sur le Discord. Il y a Jean aussi sur le Discord. Hein. Si vous voulez lui poser des questions, n'hésitez pas à le harceler. N'hésitez pas. Donc bon, pour ceux qui connaissent pas Euronext, donc pour ceux qui veulent la retrouver, c'est le ticker ENX. Elle est dans le CAC 40, elle est dans le secteur de la finance. Aujourd'hui, elle se négocie à un prix, je crois que c'est environ 140 euros. Je vous dis ça tout de suite, Ouais, hein, confirmation. 146 aujourd'hui. 146 euros. Elle a elle a une capitalisation boursière relativement petite encore, de 14,59 milliards d'euros. Donc c'est encore fait par rapport à d'autres concurrents comme Nasdaq ou NYSE. Chose intéressante, si vous aimez les dividendes, elle est accessible sur PEA et elle verse des dividendes de 1,68% en ce moment de rendement, ce qui peut être non négligeable. Je crois que la dernière tournée, on a été à peu près 14 euros. J'en ai vu pour 14, entre 14 et 20 euros, donc, et pourtant j'ai une petite pondération dedans. Juste pour embrayer donc là-dessus, donc en toute transparence, hein, comme d'habitude, moi ça fait à peu près 1 an et demi que je l'ai en portefeuille. Elle représente 6% de mon portefeuille, donc c'est une position relativement
moyenne petite. J'ai 6 actions et j'ai une performance actuellement de à peu près 85%, ce qui en fait une de mes plus belles performances en bourse. Et t'as d'ailleurs une meilleure performance que moi sur Fortinet, parce que j'ai 78% sur Fortinet. Donc magnifique perf sur Euronext, comme quoi c'est pas toujours les entreprises auxquelles on pense qui vont faire la meilleure perf. Et en plus, une entreprise européenne. Ouais, bah moi c'est pareil sur Deutsche Börse, je dois avoir 60 et quelques Ouais, pourcents dessus. De toute façon elles sont assez liées, hein, Euronext, Deutsche Börse en c'est général clair. elles montent en même temps. Mais ouais, carrément. Et ouais, donc du coup, est-ce que donc toi, tu as des positions dans la société? Moi, personnellement, j'ai pas de position dans Euronext, mais j'ai une position dans Deutsche Börse. C'est quoi, je vais vous dire exactement. Deutsche Börse, donc c'est le concurrent allemand, hein, pour ceux qui savent pas. Donc Euronext, c'est toutes les places boursières, Paris, Amsterdam, Bruxelles, Italie, tout ça. Deutsche Börse, c'est que l'Allemagne. C'est que l'Allemagne, mais ils sont plus gros. À savoir qu'ils sont quand même plus gros qu'Euronext, notamment en termes de market cap et de revenus. Mais donc Deutsche Börse, moi, c'est une toute petite position, 4,55%, et pourtant, c'est ma deuxième performance avec 54,95% de perf dessus. Euh, donc c'est magnifique. Je l'ai acheté à 179 euros, elle est aujourd'hui à 271. Donc une moins bonne perf qu'Euronext, mais quand même, je suis assez content. Ça permet de diversifier son portefeuille qui est quand même vachement axé technologique aussi. Ouais, tout à fait. Hmm. Alors pourquoi on vous parle d'Euronext aujourd'hui? Tout simplement, deux points, parce que vous allez voir qu'elle a un moat qui est relativement assez fort et relativement imprenable, et on va vous préparer un deep sector, qui va arriver, je pense, d'ici quelques semaines. On en avait fait un sur les pétrolières, donc quand on avait Ouais. parlé de Shell, BP, Total, etc. On avait parlé également de Canadian Resources, Natural Resources, et franchement, c'était un podcast qui vous avait bien plu. Mais Je il crois a que c'est le meilleur. cartonné. Il a Ouais, cartonné, c'est je notre crois que c'est meilleur le meilleur. podcast. Mm. Donc on va remettre ça sur le secteur, donc tout ce qui est Euronext, Dutch Bourse, le London Stock Exchange, etc. Tout à fait. Et Alors pour d'ailleurs, je vous sais parler pas un peu pourquoi de, ouais, ce podcast avait cartonné, parce qu'en plus, tu sais, il était assez difficile à suivre, on partageait un sheet et ouais, tout. Mais bon, tant mieux, hein, ouais, je suis content, je suis content. carrément. Alors pour vous parler de l'histoire d'Euronext, donc tout a commencé en 2000 lorsque donc la bourse, lorsqu'il y a eu une fusion des bourses d'Amsterdam, de Bruxelles et de Paris pour créer donc Euronext, qui a été en fait le premier marché pan-européen. En 2001, Euronext acquiert la bourse de Lisbonne, donc elle commence à racheter des concurrents et à prendre de l'étoffe. En 2002, c'est l'acquisition de l'IF, donc London International Financial Future and Option and Exchange, ce qui permet en fait tout simplement de renforcer son offre de produits dérivés. En 2007, c'est la fusion avec le New York Stock Exchange, donc le groupe devient NYSE Euronext. Mais en 2014, donc, c'est l'IPO d'Euronext à la Bourse de Paris et Euronext redevient indépendante, mais donc ICE garde le NYSE néanmoins. Donc vraiment, Euronext, c'est une entité complètement différente. En 2017, c'est le rachat de la Bourse d'Irlande, donc ISE, pour 137 millions d'euros. En 2018, Euronext acquiert donc le Irish Stock Exchange. En 2019, c'est l'acquisition de la bourse d'Oslo, donc Oslo Bourse, pour 729 millions d'euros, ce qui permet de renforcer la présence d'Euronext en Europe du Nord, là où, de mémoire, c'est Deutsche Börse qui est plutôt bien implanté. Ah non, Non, c'est le Nasdaq, de Nasdaq. mémoire. C'est le Nasdaq C'est qui Nasdaq. possède la bourse Ouais, de Copenhague, Stockholm. Ouais. ouais, c'est ça. En 2020, c'est l'annonce du rachat de Borsa Italiana, donc la bourse italienne, qui a été finalisé en 2021 et c'est une importante, enfin c'est ce rachat de la Borsa Italiana était vraiment une étape cruciale dans la stratégie d'Euronext, étant donné que ça lui a coûté 4,3 milliards d'euros. Hein, on est passé de 137 millions il y a quelques années pour la bourse d'Irlande à 4,3 milliards il y a 5 ans.
Et en 2022, donc c'est le transfert des activités de clearing. Euh, Avant, c'était en Royaume-Uni et c'est passé en Italie pour faire suite justement à tous les problèmes de Brexit qu'il y a eu. Tout à fait. Et ouais, en fait, c'est une succession de rachats. Et d'ailleurs, on vous mettra, donc là, on va passer au business model, mais on vous mettra sûrement une carte en intégration pour que vous puissiez voir un peu tous les pays dans lesquels est présente Euronext. Et c'est vraiment une expansion européenne. Ils ont pas l'Espagne, d'ailleurs. Je sais pas à qui appartient la bourse espagnole, tiens. Je pense que ça doit être indépendant. Bourse espagnole, bourse de Madrid, c'est Bolsa y Mercados Españoles, BME. Non, c'est indépendant, donc c'est indépendant. Donc ouais, globalement en Europe, si on devait récapituler, il y a Euronext, il y a London Stock Exchange en Angleterre, la Borsa Madrid machin. Deutsche Börse en Allemagne et en Europe du Nord, il y a aussi le Nasdaq avec Copenhague, Stockholm principalement qui sont détenus par le Nasdaq. Mais donc du coup au niveau de son business model, il y a 7 activités principales chez Euronext. La première, la principale, c'est le trading qui représente 33% du chiffre d'affaires. Donc là, c'est le cœur historique d'Euronext. Donc en gros, c'est des places boursières. Hein. Donc elle perçoit des frais de transaction sur les opérations d'achat et de vente effectuées sur le marché au comptant, donc le marché action. Donc si vous achetez une action LVMH sur Euronext Paris, vous allez payer un petit peu de frais à Euronext. Enfin, en l'occurrence, c'est votre broker qui va payer les frais. Vous allez payer les frais à votre broker qui lui va redistribuer une partie de ses frais à Euronext parce qu'évidemment, c'est pas gratuit. Ensuite, l'achat de dérivés, indices, matières premières, le marché obligataire, donc toutes les obligations d'État, entreprises, notamment la dette souveraine. D'ailleurs, il y a énormément de dette souveraine qui est cotée chez Euronext, donc la dette étatique, notamment les OAT françaises par exemple. Elle propose aussi l'accès aux forex et aux ETF, mais le segment trading reste cyclique puisqu'il est très sensible au volume et à la volatilité des marchés financiers. Forcément, s'il y a une crise comme en 2008 par exemple, 2000-2008, et qu'il y a moins de volume de trading sur les marchés, eh ben, ça va impacter négativement ses revenus, c'est tout à fait normal. Deuxième segment, on a le Listing and Corporate Services. Donc ça représente à peu près 15% des ventes. Donc là, c'est la facturation des frais initiaux d'admission pour les IPO. Donc quand une entreprise veut s'introduire en bourse, elle va payer des frais à Euronext pour être cotée à Euronext Paris, par exemple, si c'est une entreprise française. Et ensuite, il y a des frais annuels de cotation en fonction de la capitalisation et du nombre de titres. Donc si tu es coté à Euronext, tu payes tous les ans des frais à Euronext. Donc c'est des revenus récurrents, donc c'est plutôt intéressant. Elle propose aussi des services annexes comme de la communication financière, des services ESG, des services de gouvernance. Et notamment, son objectif stratégique sur ce segment, c'est d'attirer pas mal de PME et d'ETI sur notamment Euronext Growth et Euronext Access, qui sont des compartiments pour les plus petites entreprises qui ont tendance souvent à rester privées et à rester loin de la bourse. Troisième segment, on a Advanced Data Services, donc à peu près 15% des ventes également. Donc là, c'est globalement du logiciel. Hein. Donc c'est de l'accès à des données en temps réel, des licences de flux pour les institutions financières, des indices de marché utilisés par des tiers, donc notamment Euronext 100, les indices ESG, mais aussi le CAC 40, etc. C'est un segment qui est très rentable, qui est récurrent et très scalable. Ensuite, on a Custody and Settlement, 17% des ventes. Donc là, c'est via Euronext Securities. Donc, ils offrent des services de règlement livraison des titres, donc post-trade, donc les fameux clearing, conservation d'actifs via des CSD, des revenus qui dépendent du nombre d'instructions de règlement et des actifs sous garde. Et ce segment a gagné pas mal de poids, notamment depuis l'acquisition de Borsa Italiana et notamment de Interbolsa et de Monte Titoli, détenu par Borsa Italiana. Ensuite, on a Technology Solutions, donc 8% des ventes. Ici, elle propose des licences logicielles, notamment le moteur de trading optique et des plateformes MTF, des services informatiques et d'autres, des services informatiques aux autres bourses et aux autres institutions financières en Europe, et l'accès aux centres de données et des connexions directes, donc notamment via des API à toutes les données financières que peut proposer Euronext. Et elle a donc c'est notamment une activité B2B, tech, qui est stable, qui est plus petite, mais qui offre pas mal de revenus récurrents avec de fortes marges, donc c'est assez intéressant.
Ensuite, on a l'activité de clearing, donc la compensation des ordres. Donc là, c'est des revenus tirés des chambres de compensation. Euronext est encore partiellement dépendante du London Stock Exchange là-dessus, mais elle travaille à internaliser ce service, notamment via Euronext Clearing. D'ailleurs, c'est sur ce segment qu'elle a transféré pas mal de ses activités, donc en Italie, à la suite du rachat de Borsa Italiana. Donc ça, c'est une étape importante pour reprendre le contrôle sur la chaîne de valeur post-marché, puisque en fait, une fois que vous achetez un titre en bourse, ça il faut le savoir, c'est pas immédiat. C'est-à-dire qu'entre le moment où vous passez votre ordre et le moment où vous détenez réellement l'action, il peut se passer en général, c'est 3 jours ouvrés à peu près le délai, 3 jours ouvrés, donc globalement c'est quand le règlement est settled, donc quand la transaction est vraiment transférée entre les deux parties, et ensuite les titres sont détenus dans des banques qui vont détenir les titres pour vous. Donc, par exemple, si vous êtes, je sais pas moi, chez Interactive Broker, il me semble que c'est JP Morgan Chase qui détient vos titres, notamment la branche allemande de JP Morgan Chase. Euh, voilà, en fait, tout simplement, il y a juste du délai. C'est pour ça d'ailleurs que quand vous vendez une action, en général, vous ne pouvez pas retirer le cash immédiatement sur votre compte. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué ça. Ça vaut pour n'importe quel broker. Si vous vendez, ou même si vous faites du forex, hein, si vous échangez vos devises, par exemple euro-dollar, vous ne pouvez pas retirer tout de suite le cash de votre compte titre. Vous avez en général 3 jours ouvrés de délai. C'est justement pour ça. C'est en attendant le clearing de vos ordres. 7e segment, donc c'est Net Treasury Income. Donc là, c'est des revenus nets générés par la gestion des liquidités déposées en collatéral dans les activités de clearing notamment. Donc ça, c'est un poste qui est corrélé au taux d'intérêt, notamment qui augmente donc quand les taux d'intérêt montent. Donc en ce moment, ça baisse puisque forcément les taux d'intérêt baissent, notamment en Europe avec la BCE qui baisse les taux de manière assez agressive. Et donc aujourd'hui, on a plus de 50%. Ouais. Franchement, c'est vraiment pas mal parce qu'en plus, quand tu vois le détail de son chiffre d'affaires, donc le pourcentage par segment, c'est relativement à peu près tous identiques. Tu vois, il n'y a pas un segment comme chez Meta où, par exemple, c'est Ouais. 90% de publicité qui rapporte de l'argent. Là, on voit vraiment que, bon, tout touche à la bourse, plus ou moins, mais il y a quand même beaucoup de revenus récurrents et surtout, c'est assez bien réparti entre les segments. Il n'y a pas un segment qui a une plus grosse pondération, enfin en tout cas une pondération gigantesque par rapport à un autre. Donc ça permet de limiter les risques s'il y en a un qui viendrait qu'à avoir du mal sur une année, quoi. Carrément. Carrément. Et donc, du coup, aujourd'hui, plus de 50% de son chiffre d'affaires, d'ailleurs, est non transactionnel, donc issu d'activités récurrentes, stables et moins cycliques. Donc, tout ce qui va être données, post-trade, services corporate, donc services B2B, cotation, tech, donc tout ce qui va être logiciel. Et elle poursuit également une stratégie de plateforme intégrée pan-européenne, donc elle est en constant rachat d'autres places boursières en Europe, même s'il y a pas mal de difficultés à ce niveau-là, on le verra juste un peu plus tard. Et Euronext, du coup, vise à capter toute la chaîne de valeur, donc du listing, donc de la cotation des titres, à la conservation des titres, donc à la détention ensuite finale des titres pour les clients. Absolument. Pour ce qui est de la répartition, donc les ventes par région, donc là aussi, elle est quand même assez bien diversifiée à niveau géographique, avec un chiffre d'affaires réparti sur une bonne partie des pays européens. Mais après, c'est vrai qu'il y a 94% de son chiffre d'affaires qui est basé en Europe, donc c'est quand même assez important. Mais encore une fois, si vous voulez, comment dire, pas se faire impacter, mais si vous voulez capter le marché européen, ça peut être une bonne idée d'ouvrir une position, même si bien évidemment, vous connaissez la musique, ce n'est pas un conseil en investissement. Et soyez majeur, soyez responsable de vos investissements. Il y a 33% du chiffre d'affaires d'Euronext qui est basé en Italie, donc suite à l'intégration notamment de Borsa Italiana, 26% en France, 13% en Norvège, 12% aux Pays-Bas. Pays-Bas, la plus vieille bourse du monde de mémoire, d'Europe. Ouais, c'est ça. Ouais, Plus vieille bourse du monde, Amsterdam. Ouais. 5% au Danemark et le reste, donc les 11% restants, ça va être divisé entre euh, les États-Unis, enfin l'Amérique du Nord et la Grande-Bretagne, notamment. Au niveau de la capacité du management, parce que vous savez, à la fin,
in fine, vous donnez votre argent au CEO et au management. Donc, vaut mieux savoir ce qu'ils ont fait par le passé parce que potentiellement, c'est ce qui pourra se passer dans le futur. Potentiellement. Mais en tout cas, il faut s'y intéresser. Donc, la capacité du management chez Euronext. Est-ce qu'il a un solide historique de création de valeur pour les actionnaires? Donc, commençons par le boss des boss, Stéphane Boujna, donc qui est Chairman of the Managing Board and Group CEO. Donc, il est le président du groupe d'Euronext depuis 2015. C'est un ancien banquier d'investissement. Il est passé chez Santander, donc la plus grande banque, une des plus grandes banques européennes et la plus grande banque d'Espagne. Il est passé chez Deutsche Bank et il a orchestré notamment la croissance d'Euronext de 4 à 7 bourses pan-européennes et a triplé les bénéfices. Dites-vous que depuis son arrivée, la capitalisation boursière d'Euronext a fait x8. Boujna a supervisé plus de 6 milliards d'euros d'acquisition, notamment avec Borsa Italiana, plus de 4 milliards d'euros. Le chiffre d'affaires a fait x3 en moins de 10 ans, donc c'est vraiment une sacrée performance. Pour ceux qui veulent aller un peu plus loin chez Stéphane Boujna, ce que je vous encourage à faire, il a sorti tout un podcast, à peu près 1 heure, sur la chaîne de YouTube Actionnaire. Je pense que tout le monde lit, à mon avis, leur newsletter qui est vraiment bien faite. Et ils ont une chaîne YouTube, je ne le savais pas, je l'ai appris il n'y a pas longtemps. Et en fait, ils ont interviewé Stéphane Boujna dessus. Donc franchement, c'est très intéressant d'aller écouter ce petit podcast. Pour une fois qu'il y a un podcast intéressant en français à écouter, profitez-en. Ensuite, il y a Manuel Bento qui lui est COO, donc Chief Operating Officer, donc il est responsable des opérations technologiques et du centre de données, donc Porto, la migration optique air et la cybersécurité. Et il a un poste vraiment essentiel parce que vous vous en doutez bien, si leur serveur optique commence à déconner, c'est la fin d'Euronext. Ensuite, il y a Giorgio Modica qui est donc CFO, donc directeur financier en poste depuis plus de 8 ans et elle supervise les finances du groupe. Pour continuer un peu sur Stéphane Boujna, donc son historique, il est né le 11 avril 1964 à Albertville. Il a grandi en France et en Tunisie. Il est diplômé de Sciences Po Paris. Alors, pas tout le monde peut être parfait. Euh, Il est titulaire d'une maîtrise et DEA en droit international à la Sorbonne, et bah dis donc, d'un LLM, donc University of Kent, et d'un MBA. Rien que ça. Donc là, ouais, rien que ça. Donc sa carrière avant Euronext, de 1991 à 1997, il a été avocat en M&A, donc les fusions-acquisitions, chez Fresh Fields. Il est spécialisé en privatisation et investissement, notamment en Europe de l'Est. Entre 2000 et 2002, il est directeur M&A Europe pour Crédit Suisse, First Boston, donc Palo Alto et Londres, euh, et notamment donc il gère les actifs dans la technologie. Entre 2003 et 2005, c'est le fondateur de KM5 Capital, donc c'était sa société qui était en fait un cabinet spécialisé en levée de fonds et fusion-acquisition pour les sociétés technologiques. En 2005 et 2010, donc, il est manager directeur chez Deutsche Bank France et il supervise les métiers banque d'affaires et encore une fois M&A. Et ensuite, avant d'arriver chez Euronext, entre 2010 et 2015, il était à la tête de Santander Global Banking and Market pour l'Europe continentale. Et rapidement, donc pour la structure du capital d'Euronext, donc est-ce qu'il y a du skin in the game ou pas? Et ben malheureusement, c'est vrai qu'au capital, on est un peu déçu. Il n'y a pas de skin in the game, il y a que des institutionnels. Et pour le coup, là, c'est que des institutionnels européens. On ne retrouve pas les Ouais. BlackRock et Tutti Quanti. Et surtout, il y a l'État qui représente 8%, un bon 8% du capital. Parce qu'en réalité, je pense qu'il y a plus parce que CDP, Equity, ça doit être, à mon avis, la Caisse des dépôts, mais italienne.
Fais voir, parce que oui, donc les 8% du capital de l'État français, c'est la Caisse des dépôts et consignations, qui d'ailleurs, je ne savais pas, a été créée par Louis XVIII en 1816. Et effectivement, tu as raison. Donc CDP Equity, c'est Fondo Strategico Italiano. C'est un fonds souverain italien qui est à Milan. Euh, ouais. Donc 8% de l'État Donc il y a français plus 16, 8% de l'État italien déjà. il y a 16% d'État. Et j'imagine bien que la SFPI FPM, donc belge, qui représente 5%, à mon avis, il y a très grande chance que ça soit Eh ben, également écoute, on va aller voir de ça l'État. tout de suite. SFPI, Société fédérale de participation et d'investissement, est une holding publique belge, fonds souverain de Belgique. Bah, tu as raison. Donc, on commence à avoir beaucoup d'États au capital quand même. Ça commence à, Ouais, là, on est passé du ça fait du 13 à red flag 16 sur red plus. flag là. Bah, En tout cas pour en ma fait, part. tu as tous les États qui sont actionnaires dedans, quoi. Ils font leur micmac Ouais, c'est avec clair. Euronext. Ouais, ça, c'est un peu délicat quand même. Ouais. Mais bon, au moins, vous le savez maintenant. C'est clair. Et ensuite, donc, au niveau de l'avantage compétitif, donc troisième point de notre modèle à 15 questions, qu'est-ce qui différencie donc l'entreprise de ses concurrents? Déjà, Euronext, elle est présente dans 7 pays européens. Elle a la France, elle a les Pays-Bas, elle a la Belgique, le Portugal, l'Irlande, la Norvège et l'Italie. Elle opère à la fois dans des marchés actions, des marchés dérivés, obligations, indices, données de marché, solutions technologiques et services post-marché, donc clearing et custody, donc détention de titres, donc elle fait tout. Elle a une position de leader sur le marché, donc c'est le premier lieu de cotation d'actions en Europe, en tout cas en termes de nombre de sociétés, avec 1900 sociétés cotées, 7100 milliards d'euros de capitalisation boursière au total, et c'est le premier lieu de cotation de dette dans le monde, avec plus de 57 000 obligations cotées. Donc là, encore une fois, c'est en termes de nombre d'obligations, pas forcément en termes de volume, comme vous allez le voir juste après. Elle est numéro 1 du trading au comptant en Europe avec 25% des actions négociées et numéro 1 des plateformes de négociation d'ETF en Europe avec plus de 3820 ETF répertoriés. Donc globalement, est-ce qu'elle a un avantage compétitif solide et durable? On peut regarder ici en termes d'indicateurs chiffrés la marge brute qui est à 74%. On attend qu'elle soit supérieure à 40%, donc c'est largement OK. Euronext a de très bonnes marges, comme vous allez le voir. Par contre, au niveau des retours sur capitaux, c'est mauvais. Elle a 7,85% de ROIC, donc c'est inférieur aux 15% que l'on attend, et c'est surtout en baisse constante depuis 2021 et depuis l'acquisition de Borsa Italiana. Mais si on regarde la médiane historique, c'est à 16%, donc à 15,93%, donc c'est beaucoup mieux. C'est juste que c'est en baisse et on aimerait bien voir une inversion de cette tendance, honnêtement. Et troisième point, donc c'est la note de Morningstar, vous savez la fameuse note de Moat de Morningstar, donc la note d'avantage compétitif qui est de narrow, donc étroit, donc petit pour Euronext. Personnellement, je suis pas d'accord avec la note de Morningstar. Tu pourras nous donner ton avis juste après, Jean, mais je vais vous expliquer pourquoi. En fait, l'effet de réseau, enfin le mode principal d'Euronext, c'est l'effet de réseau, puisqu'on a des plateformes de négociation et des chambres de compensation qui offrent la meilleure liquidité pour un produit en particulier. Et plus il y a de produits cotés et plus il y a de liquidité, plus ça attire d'investisseurs. Plus il y a d'investisseurs, plus il y a de liquidité, etc., etc. Vous savez, c'est le principe de l'effet de réseau. C'est quand le nombre d'utilisateurs augmente la valeur du produit. C'est exactement le principe. Plus il y a de sociétés cotées, plus il y aura d'investisseurs, plus il y a d'investisseurs, plus il y a de liquidité, plus il y a de sociétés qui ont envie d'être cotées du coup sur ces marchés. Donc c'est génial. Et du coup, bah forcément, une entreprise qui fait son IPO a tout intérêt d'aller chez Euronext, par exemple, plutôt qu'une autre. Mais surtout, donc ça c'est l'effet de réseau, mais pour moi, l'avantage compétitif principal d'Euronext, c'est qu'une bourse, c'est impossible à concurrencer. La bourse de Paris, il n'y en a qu'une. La bourse de Paris, c'est la bourse de Paris. Tu vas pas demain créer une deuxième bourse de Paris. Elle existe depuis 1563. D'ailleurs, je sais pas si tu savais, mais c'est pas la plus vieille bourse de France. C'est la bourse de Lyon qui a été créée en 1540. J'ai appris ça tout à l'heure en faisant les recherches. Donc voilà, la bourse de Paris, il y en a qu'une. Pareil pour la bourse d'Amsterdam, il y en a qu'une. Pareil, c'est la plus vieille bourse du monde en plus.
La bourse de Bruxelles, il n'y en a qu'une. La bourse de Dublin, il n'y en a qu'une. Enfin bref, vous pouvez faire ça pour tous les pays. Tu as une bourse dans chaque pays, bon, sauf en Allemagne et aux États-Unis où il y en a plusieurs, mais globalement, ou en Chine, mais globalement, tu as une bourse par pays, tu as la bourse principale, et demain, tu vas pas aller t'amuser à créer une deuxième bourse de Paris. Déjà, c'est pas possible parce qu'il va te falloir des régulations monstrueuses. Il va falloir que l'AMF te donne les autorisations. Tu peux te lever extrêmement tôt pour avoir les autorisations de l'AMF. Il va falloir que tu trouves des entreprises qui vont vouloir être cotées sur ton marché. Il va falloir que tu trouves des investisseurs qui vont vouloir apporter de la liquidité sur ces marchés. Mais si tu es une nouvelle bourse, t'as pas de liquidité, t'as pas d'investisseurs, donc t'as pas d'entreprises qui veulent être cotées. Bref, impossible. C'est impossible. En fait, pour moi, Euronext, comme Deutsche Börse, comme London Stock Exchange, comme le ICE, comme le Nasdaq, c'est des avantages compétitifs qui sont impossibles à déloger. C'est pas possible. Bah écoute, moi je suis carrément d'accord avec toi. Tu sais, la note Morningstar fut un moment, comment dire, je m'en inspirais pas mal. En tout cas, ça pouvait jouer dans la balance. Bon, en vrai, maintenant j'en ai, c'est pas que j'en ai plus rien à faire, tu vois, mais c'est comme la vie des analystes. J'écoute, mais je m'en fous. Euh, Tout simplement parce que en fait, quand j'ai fait, quand on préparait les deep dives plusieurs fois, ou même quand je préparais les analyses d'action, etc., fut un temps où je faisais des vidéos sur YouTube aussi, en fait, la note Morningstar, elle peut changer 2 à 3 fois par an. 2 à 3 fois par an. Donc, autant te dire que si chaque trimestre, dans ta checklist, c'est, voilà, si elle n'est pas large mode, je vends. Quoi qu'il en soit, je vends. Bah, ça veut dire que, grosso modo, en un an, tu peux racheter ou revendre 2 fois ton action. Donc, honnêtement, et puis tout simplement, Morningstar connaît pas ma stratégie, connaît pas mon âge, etc., connaît pas ma façon d'investir, connaît pas mon épargne. Donc c'est toujours compliqué. En fait, vraiment, la bourse, quand on dit que c'est quelque chose de solitaire, ça reste vraiment quelque chose de solitaire et de très propre à chacun, même sa façon d'investir et sa psychologie sur les marchés de la bourse. Et Morningstar, en fait, pour moi, c'est plus un indicateur qu'autre chose. On va dire que si Morningstar, voilà, je suis en train de faire une analyse d'une action et Morningstar me dit que c'est large motte, bon, c'est plutôt bon signe. Si je vois qu'il n'y a pas d'avantage concurrentiel, bon, on va dire que ton travail devrait être un peu plus étoffé étant donné que tu as pas le backup, derrière. Tu vois, c'est comme quand tu as un super investisseur qui achète, du ASML, tu vois? Je pense à Dev Kantessaria. Bon, bah, tu te dis: «OK, le mec, il a fait son petit travail d'analyse au niveau de la valorisation. Bon, s'il l'a acheté, on peut le suivre, ça veut dire grosso modo, à mon avis, il s'est peut-être pas planté. Et je pense que c'est pareil sur Morningstar, c'est comme ça qu'il faut le prendre. C'est plus un indicateur, une aide qui peut potentiellement réduire ton travail, entre guillemets, hein, sur une action lorsqu'elle est notée large mode. Mais sinon, moi, sinon, j'en ai rien à faire en fait, hein. Mon analyse d'action, c'est mon analyse d'action. Morningstar, ça fait partie de la checklist, mais ce n'est pas du tout un point Mm. rédhibitoire. Ça, c'est clair. Ouais. Ouais, tout à fait. Et Et comme puis, tu et comme tu ouais. dit, je te coupe rapidement, comme tu as dit sur Euronext, enfin, tu as l'effet réseau, il est clairement là, et tu as des barrières à l'entrée, tu vois, clairement, tu as, enfin, euh, une entreprise qui fait son IPO va pas commencer à créer une nouvelle place de cotation sur le marché européen, qui est d'ailleurs ultra régulé, tu vois. Alors que c'est vrai qu'en Amérique, c'est quand même un peu plus, c'est un peu plus ledge. En Europe, c'est quand même bien connu pour que ça soit ultra carré. Il va pas commencer à y avoir 3 ou 4 Euronext, sinon ça va être ingérable. Donc Mm. non, non, pour moi, c'est un bébé qui est protégé par les institutions. J'ai envie de dire la France, l'Allemagne et même toutes les autres, tous les autres pays européens n'ont aucun intérêt à ce qu'il y ait encore un nouveau concurrent. Voilà, parce que c'est ça le problème, c'est que en Europe, on veut tous l'union des capitaux, mais si tu as une nouvelle place de cotation qui pop-up chaque année, bah c'est fini. Donc je pense qu'avoir deux concurrents solides, hein, Deutsche Börse et Euronext en l'occurrence, est un avantage parce qu'il faut de la concurrence, hein. Si on n'est pas l'Europe, c'est pas non plus communiste. Il faut quand même de la concurrence, mais
il peut pas y avoir d'autres nouvelles entrants. Et à partir de là, tant qu'il y a pas de nouvelles entrants possibles, ça veut dire que, Euronext, excuse-moi, c'est pas un avantage concurrentiel, petit, c'est un avantage concurrentiel fort. C'est comme la FDJ. La FDJ, il y en a qu'une et tu sais que dans 20 ans, il y en aura qu'une. Peu Ouais, importe. exactement. Exactement. Elle a aussi, du coup, tu pourrais dire qu'elle a aussi le mode efficient scale quelque part, parce que tu peux pas avoir de nouvel entrant sur le marché et en plus de ça, t'as tout un aspect politique qui rentre en jeu. Puisque bah voilà, t'as l'exemple avec Total dernièrement qui menaçait d'aller changer sa cotation principale au NYSE. Forcément, les grosses entreprises du CAC 40, c'est entre guillemets une fierté nationale qu'elles soient cotées à la bourse de Paris. T'as pas envie qu'elles se barrent tous et qu'elles aillent se coter en Allemagne, à Londres ou à New York. Donc forcément, t'as un aspect politique, t'as un aspect patriote. Une entreprise française va plutôt avoir tendance à se coter à la bourse de Paris. Et la bourse de Paris, comme on a dit, tu peux pas en avoir 40, t'en as une et il y en aura toujours qu'une. Donc globalement, ouais, c'est un avantage En fait, c'est compétitif ça, c'est plus que fort en fait. pour moi, la bourse, tu vois, Deutsche Börse, Euronext ou même le NYSE, c'est un panneau publicitaire, tu vois. Il faut que ça soit attirant, il faut de l'attractivité, tout simplement. C'est pour ça que c'est à chaque fois la guerre, tu vois, quand Elon Musk voulait s'implanter en Europe. Est-ce qu'il allait choisir la France pour sa Gigafactory ou est-ce qu'il allait choisir l'Allemagne? Et forcément, tout ça, c'est de l'attractivité. Si tu vois que Total, bah, par exemple, l'État français, comment ils étaient en pourparlers pour augmenter encore l'imposition des supers entreprises. Bon, bah, Patrick Pouyanné, il a clairement dit, mec, tu fais ça, je me barre, en fait. Je me barre des places de cotation. Il y en a plusieurs dans le monde. Surtout qu'il a déjà la double cotation aux Mm. États-Unis, donc ça sera beaucoup plus simple. Euh, donc voilà, bah, du coup, on va dire qu'ils ont trouvé des accords avec l'État. Voilà, pour moi, c'est vraiment ça. La bourse, ça représente toute l'attractivité d'un pays. C'est pour ça que l'Europe en est là. On n'est pas forcément super attractif, même si on inspire à l'être, hein. D'ailleurs, il le met vraiment en avant dans le podcast, que je vous encourage à aller écouter, hein. Donc Stéphane Boujna chez Actionnaire. Voilà, c'est l'attractivité et Euronext, faut qu'elle soit, enfin, pour qu'elle ait une attractivité importante, il faut pas qu'il y ait des places de cotation qui pop-up tous les ans. Tout à fait. Et en parlant d'attractivité du secteur, si on se concentre sur le secteur un peu en plus large, au niveau des concurrents de la société, on a principalement les autres places boursières mondiales, sachant que l'objectif de la fondation d'Euronext, c'était justement d'unifier les marchés européens afin de gagner en compétitivité face aux autres grandes places financières comme Londres et New York principalement. Donc on peut citer en Europe Deutsche Börse et London Stock Exchange, donc le LSE. LSEG d'ailleurs, LSEG, donc le London Stock Exchange Group. On a le NYSE aux États-Unis, donc qui est détenu par ICE, ICE. On a le Nasdaq, qui est une entreprise indépendante. On a CME également, CME qui est, je crois, spécialisé dans les matières premières. Ouais, c'est Et ça. on en a plein d'autres en Asie. Il y a le Tokyo Stock Exchange, il y a le Singapore Stock Exchange. Bref, il y en a plein. Et globalement, si on compare les principaux acteurs européens, le premier, ça va être London Stock Exchange qui va avoir le plus de volume moyen journalier. Ensuite, on a Deutsche Börse qui a plus de volume moyen qu'Euronext, mais Euronext a plus de capitalisation totale. Donc, si on prend le total de sa capitalisation de, 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 de Ouais, des flux qui d'entreprise, sont en cours, oui, d'actions. toute la journée. Ouais. Et ensuite, en quatrième, on a le SIX. C'est vrai qu'on a tendance à l'oublier, le Swiss Exchange, qui existe aussi. C'est vrai que nos amis suisses sont là. Donc en quatrième position. Puis après, comme on l'a dit, on a aussi BME, donc Borsa, Mercado, machin, Espagnoles, qui eux sont un peu plus petits également. Euh, Bref, voilà. Et globalement, elle se situe dans un marché secteur avec une croissance attractive, puisque forcément, c'est directement dépendant de la bourse, hein. Euronext évolue donc dans un marché en croissance, à peu près estimé à 6-7% par an sur les prochaines années. Et avec ses parts de marché, elle se positionne globalement comme un acteur incontournable face aux géants comme LSE et Deutsche Börse. Et surtout, j'ai envie de dire que depuis le Brexit,
les Anglais se sont un peu tiré une balle dans le pied à ce niveau-là, puisqu'il y a beaucoup de capitaux qui sont partis de Londres pour venir s'installer à Paris. Notamment, je sais plus si on en parlait en privé ou si on en parlait dans un podcast, tu sais, de JP Morgan, je crois, qui s'est délocalisé à la Défense. Mais on le voit aussi avec Euronext qui a rapatrié toutes ses activités de clearing qui étaient avant gérées à Londres et qui maintenant ont été rapatriées, enfin sont en cours de rapatriement en Italie. Donc, ouais, c'est vrai que le London Stock Exchange, enfin Londres commence à être une... Bon, en tout cas, moi, c'est le sentiment que j'ai. Après, je sais pas si c'est si ça se manifeste dans les chiffres, mais Londres commence à être une place financière de plus en plus isolée et de moins en moins attractive à ce niveau-là, justement, puisque l'Angleterre devient de plus en plus isolée du reste du monde dû au Brexit, en fait. Absolument. Cinquième point, les principaux risques. Vous savez que pas tout est beau, tout est rose chez Euronext. Donc, quels sont les principaux risques pour l'entreprise? Déjà, premièrement, ça va être sa concurrence face aux acteurs mondiaux. Comme on vous l'a dit juste avant, il y a des concurrents. La première faiblesse d'Euronext, c'est tout simplement que c'est un pure player européen. Sauf que pour les entreprises qui veulent faire leur IPO, elles ont souvent tendance à préférer des bourses étrangères comme le NYSE ou le Nasdaq, en tout cas des bourses américaines, parce que forcément ça englobe tellement de capitaux, c'est le jour et la nuit entre Euronext et le NYSE, bien évidemment. Ouais, d'ailleurs, il y a des exemples comme ça. Si tu prends, il y a des sociétés, notamment, je pense à ARM, tu sais, la société qui commercialise l'architecture ARM pour les puces, qui est une société anglaise, mais qui n'est pas cotée à Londres, qui est cotée au Nasdaq avec un ADR, donc un American Depositary Receipt, et c'est sa seule et unique cotation. Donc, tu vois, t'as des entreprises qui peuvent, notamment dans la tech, qui vont privilégier être cotées sur le Nasdaq plutôt que sur leur bourse d'origine, quoi. Absolument. Et puis de toute façon, même on le sait, être coté au Nasdaq et au NYSE, voilà, c'est la référence de la référence mondiale. Donc forcément, une entreprise euh, qui fait son IPO au NYSE, au Nasdaq, elle va bénéficier d'une reconnaissance mondiale. Ils vont en parler aux journaux, ils vont en parler partout, sur CNN, etc. Enfin bref, partout. C'est beaucoup plus stylé que de faire son IPO à la bourse de Dublin, tu vois. Donc, forcément, les gens vont préférer les bourses les plus grandes, donc les bourses américaines. Deuxième risque pour Euronext, ça va être la réglementation qui est importante, très importante. Euronext est très encadré par les régulateurs européens et forcément une réglementation trop contraignante peut limiter son agilité ou impacter ses marges parce que toujours plus de réglementation et de régulation peuvent freiner la croissance sur le long terme. Elle pourrait donc se faire, pourquoi pas démanteler. En ce moment, c'est la tendance. Tout le monde essaye d'en parler au niveau de Google, etc. Donc Euronext, si elle commence à devenir trop grande et à manger de trop grosses parts de marché à Deutsche Börse, peut-être que la Commission européenne, parce qu'au final, ça va être la Commission européenne qui va décider, pourrait donc démanteler Euronext. Certaines fusions comme avec le NYSE ont été stoppées. Ça aurait ça aurait créé un mastodonte des marchés. Et c'est ce qui s'était passé notamment entre Deutsche Börse et LSE où les fusions avaient été Non, c'est décidées entre également. Euronext et Deutsche Börse parce que Euronext, ils ont essayé de fusionner. Enfin, en fait, tout le monde a essayé de fusionner avec tout le monde. T'as eu la fusion NYSE Euronext. D'ailleurs, je sais plus pourquoi exactement ils se sont séparés, mais je crois que c'est une question de régulation de C'est le mémoire. régulateur, c'est le régulateur Mais américain de mémoire. ouais, non, c'est pas forcément réglementaire. Enfin, il y a pas mal de facteurs, mais c'est pas genre le régulateur qui a dit vous êtes trop gros, stop. Tu vois. Mais par contre, ils ont essayé de fusionner avec Deutsche Börse. Donc tu vois, en 2011, donc quand c'était encore NYSE Euronext, ils ont essayé en plus de ça de racheter Deutsche Börse. Donc là vraiment t'as New York, t'as Paris, t'as Berlin, enfin Francfort, t'as le monde entier quoi limite. Et opposition de la Commission européenne. Donc la Commission européenne a examiné le projet et en 2012 a décidé de le bloquer. Elle a estimé que la fusion aurait créé un quasi-monopole sur le marché européen des produits dérivés, notamment via Eurext et Deutsche Börse, puisque oui, Deutsche Börse d'ailleurs est beaucoup présente dans les produits dérivés.
et notamment dans les matières premières. Il y a toute une partie matières premières et je ne crois pas que Euronext ait toutes ces Non. cotations-là de mémoire. Euronext, c'est plutôt la technologie et la dette, surtout. Ouais. Parce qu'en vrai, quand tu compares Deutsche Börse au niveau des matières premières avec des mastodontes comme CME, c'est insignifiant. Mais par contre, non, tu vois, il n'y a pas eu de... Ah non, ah oui, c'était ça. Il n'y a pas eu de fusion entre, enfin de tentative de fusion entre NYSE et le London Stock Exchange, mais il y avait eu, et je m'en rappelle, c'était quand j'avais analysé Deutsche Börse, donc je confonds les deux, mais Deutsche Börse en 2016 a essayé de fusionner avec le London Stock Exchange, et ça aussi a été bloqué par la Commission européenne en 2017 en raison de risques de monopole, notamment sur le clearing d'instruments à revenus fixes. Donc tu vois, Euronext Nice, Euronext Deutsche Börse, Deutsche Börse LSE, ils ont tous essayé de fusionner, de se racheter, etc. Mais à chaque fois, c'est bloqué. Donc on peut imaginer que à partir de maintenant, notamment vu qu'ils ont racheté Borsa Italiana, ça va être très très compliqué pour Euronext de continuer à faire des acquisitions. En tout cas, sur le marché européen, ça risque d'être compliqué, hein. Ouais, Troisième risque, donc c'est tout ce qui est tension géopolitique et les crises sur les marchés. Bon, après, parce que c'est une entreprise très cyclique, hein, en soi, enfin qui est impactée par ce qui se passe dans le monde. Mais 40% des revenus d'Euronext sont volatiles, hein, sont décrétés comme volatiles, et donc ne sont pas récurrents, et peuvent donc diminuer en fonction d'une conjoncture économique difficile. En ce moment, vous avez le choix des guerres entre Israël, Palestine, Russe, Ukraine, etc. Donc, ça peut être compliqué. Même si en ce moment, la bourse se porte plutôt pas mal, j'ai du mal à comprendre pourquoi, mais elle se porte plutôt pas mal. Donc Euronext reste une entreprise cyclique qui est impactée par les volumes d'achat et l'attrait qu'ont les investisseurs pour la bourse. N'oubliez pas la décennie perdue, donc attention à Euronext, hein. Il suffit que le marché de l'immobilier, par exemple, redevienne vraiment ultra attractif et voilà, que les gens commencent à... Enfin, on peut racheter des studios à 50 000 euros sur Paris. Chose n'est pas prête d'arriver, mais imaginez quand même, dans ces cas-là, la bourse pourrait perdre quand même pas mal d'attractivité. Puis on le sait de toute façon, par exemple, alors pas 2020, mais tu vois, en 2008, etc., tout le monde avait tellement peur de la bourse que personne ne voulait investir dedans. Donc forcément, moins il y a de volume, moins Euronext gagnera de l'argent. Une grosse crise sur les marchés impactera immédiatement Euronext, donc comme en 2000 ou 2020 ou 2022 par exemple. tout à fait. Et pour vous donner un autre exemple, donc les variations des taux d'intérêt et les conditions de crédit peuvent influencer la demande pour les différents produits financiers parce que vous savez, tout ce monde dans lequel on vit grâce à la dette. Et donc forcément, si la dette commence à devenir trop chère, hein, notamment avec les taux d'intérêt qui augmentent, etc., ça va commencer à être très compliqué et la bourse va commencer à être très très moins, c'est pas, non, va être moins attractive. Mais on avait fait un podcast entier à ce sujet. Carrément, carrément. Et ensuite, on peut enchaîner sur le point 6. Donc, est-ce que l'entreprise a une réputation favorable? Donc ici, on a une note de Glassdoor qui est de 3,7 sur 5. Donc, globalement, au niveau des employés, la réputation est plutôt favorable avec 62 à 76% des employés qui recommandent la société. Au niveau de ses clients, Euronext est perçu comme une plateforme stable et de confiance, notamment pour les IPO et la cotation de PME via Euronext Growth. Donc la réputation vis-à-vis des clients est plutôt bonne. Et au niveau du public, c'est neutre globalement, hein, c'est le silence médiatique. À part la couverture financière classique, il n'y a pas de scandale notable, hein, à part sur BFM Business, vous n'allez jamais entendre parler d'Euronext. Euh, et elle a également une position d'infrastructure invisible, mais critique. Donc on s'intéresse au marché qu'Euronext rend possible, aux expansions qu'Euronext rend possible, mais globalement, le grand public reste très peu sensibilisé. Je suis sûr que le grand public ne connaît pas du tout Euronext et d'ailleurs ne connaît pas du tout le fonctionnement de la bourse. Donc globalement, on n'a pas de risque de scandale majeur ou de risque d'opinion publique particulière. Je connaissais pas du tout Glassdoor. Glassdoor, c'est C'est sympa, quoi? ouais. C'est un site qui te permet de voir pour chaque entreprise en fait l'appréciation de ses employés.
Donc c'est des notes qui sont anonymes, tous les employés peuvent donner une appréciation. Et pour les grosses entreprises notamment, c'est assez pertinent. D'ailleurs, si tu regardes sur Glassdoor, Google a une super note. Je crois qu'elle est classée dans le top 5 des entreprises avec la meilleure note. C'est assez impressionnant. Je suis en train de regarder, je sais pas, j'ai mis Coca-Cola. Putain, 4,1. Allez, mec, ils kiffent. 87% approuvent le PDG. Ah, franchement, les amis, allez voir Glassdoor. C'est sympa, Comme. hein. Ouais, non, franchement, super sympa. Je connaissais pas du tout. Et plus Ah, l'entreprise c'est est vrai. grosse, plus t'as d'avis, plus c'est fiable, globalement. Ouais, c'est ça. Bah là, t'en as plus de 10 000 pour Coca-Cola, donc c'est vraiment pas mal. Et puis en Puis c'est plus, ils mettent américain, hein, donc vraiment. forcément les entreprises américaines vont avoir tendance à avoir plus d'avis, quoi. Ouais. Puis c'est fort, hein, franchement. Tu vois, ils mettent vraiment en avant comme quoi 87% acceptent ce PDG. Putain, c'est vraiment cool. J'ai pas envie d'aller voir sur United Health, mais bon. Euh, Alors, septième point de cette checklist, le bilan. Alors, vous inquiétez pas, les points ils vont pas durer 8 plombes à chaque fois. Au niveau du bilan, donc est-ce que l'entreprise a un bilan solide? Donc les principaux indicateurs que l'on va utiliser, donc le premier ça va être le interest coverage. Donc il est de 14 en 2023 et nous on aimerait bien que ça soit supérieur à 15. Donc on est quand même assez proche, mais on est en dessous. Ensuite, il y a le dette sur EBITDA. Alors la dette sur EBITDA, moi j'aime bien que ça soit en dessous de 3. Toi, Hugo, tu préfères en dessous de 2,5. Bon, là, chez Euronext, on est à 5,9. 5,9, donc il faut C'est quasiment énorme. 6 ans d'EBITDA. Ah, c'est énorme. Il faut quasiment 6 ans d'EBITDA pour rembourser sa dette. C'est colossal. Honnêtement, je crois que j'ai rarement vu ça. J'ai rarement vu ça. Mais Heureusement. malgré cette dette élevée, ils ont pas beaucoup d'intérêt parce que tu vois, leur interest coverage, il est tout à fait honnête et ils payent pas Mm. énormément en intérêt. Donc ils ont une grosse dette, mais ça va. Est-ce que tu penses qu'ils ont bénéficié de prêts avantageux? Bah, c'est sûr. Ouais, ouais, je pense aussi. Parce que moi, j'ai pas un interest coverage comme ça. Ah ouais, je t'ai dit, ils m'ont tué, hein. Non, moi je pense qu'à mon avis, tout ça, c'est pas faussé, mais bon, ils ont bénéficié d'avantages et de crédits, etc., notamment pour acheter Borsa Italiana, où tu avais toute la BCE qui était dedans, quoi. Donc c'est un peu délicat. Moi, ce que je vois, c'est que la dette sur EBITDA, il y a quand même 6 ans d'EBITDA pour rembourser la dette, ce qui est Mm. absolument monstrueux. Puis, en vrai, j'ai envie de dire, il y a très peu, c'est pas que il y a très peu d'actifs, mais tu vois, si Euronext coule du jour au lendemain, tu revends quoi? T'as pas grand-chose à revendre, tu vois, des Bah alors serveurs, des conneries méfie-toi comme ça. parce que justement, elle a énormément d'actifs. J'étais assez impressionné parce que quand tu calcules le ratio goodwill sur asset, tu vois, il est à 2,2%. Pourtant, tu te dis, bah attends, elle a fait des acquisitions de malade, elle arrête pas de faire des acquisitions, elle devrait avoir un goodwill super élevé. Alors son Bah, elle les goodwill est achète bien. alors non, mais son goodwill est super élevé. Attention, elle a beaucoup de goodwill, notamment depuis 2021. Si tu regardes l'évolution du goodwill, attends, je vais prendre l'app quantitatif historique. Les Mais gars, non, tu n'hésitez peux pas à faire aller ça. checker l'application EquiInvest, hein. D'ailleurs, si vous vous demandez d'où on tire toutes ces données, bien évidemment, c'est tiré du meilleur screener disponible sur le marché, à savoir l'application EquiInvest. Mais Tu vois globalement, ça où? tu regardes le goodwill dans historique, bilan, en dessous d'immobilisation corporelle, tu as goodwill. Tu peux l'afficher en mode graphique et tu vois que 2021 ça a explosé. On est aujourd'hui, enfin en 2023, on était à 3,98 milliards de goodwill. Donc c'est colossal, hein. C'est beaucoup beaucoup de goodwill parce que si tu compares à sa market cap, c'est 15 milliards globalement de market cap. Elle a 4 milliards de goodwill. C'est beaucoup. Elle a quasiment un tiers de sa market cap en goodwill. Mais en fait, elle a des assets tellement énorme. Si tu regardes le total des actifs, en 2024, on est à 200 milliards. Ouais, Mais pour une globalement, capitalisation boursière de 17, c'est chaud, hein. C'est balèze. ouais, en fait, c'est depuis le rachat, tu regardes, c'est depuis le rachat de Borsa Italiana, ces actifs ont explosé. Et donc, du coup, bah, forcément, Mais à côté on de ça, ce a, qui est rassurant, c'est que les synergies arrivent à se faire. Parce que quand tu vois que tout augmente, mais aussi que le cours de bourse augmente, c'est la grande différence avec l'unique et toujours
Evolution AB, tu vois, qui a pas mal de goodwill, qui a acheté de la merde, enfin qui a acheté des entreprises chères qui ont pas de croissance. Et là, bon, bah, t'as acheté cher, donc le cours il a explosé, mais par contre le cours de bourse, enfin le cours des goodwill a quand même monté en flèche, alors que le cours de bourse est en train de chuter. Bon, il y a d'autres problèmes, bien évidemment, mais ce qui est intéressant chez Euronext, c'est que il y a du très mauvais, donc la dette, le goodwill, mais par contre, on voit qu'avec tout ça, ils arrivent à en faire quelque chose, ils arrivent à créer de la richesse pour eux et surtout pour nous les actionnaires. Donc c'est plutôt intéressant à voir ça, tu vois. Carrément. Donc voilà, hein, globalement beaucoup de dettes, mais des intérêts corrects et un goodwill correct par rapport aux actifs de la société. 8e point, est-ce que Euronext a besoin de beaucoup de capital pour fonctionner? Bon bah non, hein, évidemment c'est un business model CAPEX light, il n'y a pas besoin de beaucoup de CAPEX, on a 1,11% de CAPEX sur revenu, 11% de CAPEX sur OCF, donc pas besoin de s'étendre dessus, hein, c'est notamment dû à la nature digitale de son activité, hein, forcément il n'y a pas besoin d'avoir des usines dans tous les sens. Est-ce que tu veux nous faire le point 9? Au niveau, ouais, Ouais. au niveau de l'allocation du capital, à quel point la direction alloue-t-elle efficacement le capital? Donc encore un petit point sur la direction, ce qui est très intéressant. Donc les principaux indicateurs ici vont être le ROE. On est à 13,79%, quasiment 14%, et nous, on recherche plutôt des ROE supérieurs à 20%. Donc, petit bémol sur ce point. Ensuite, le ROIC. Le ROIC, on est à quasiment 8%. Et nous, on aime quand même les ROIC qui est supérieur à 15%. Donc là encore, petit bémol. Par contre, le WACC est inférieur au ROIC. Ça veut dire que Euronext crée plus de rendement pour les actionnaires qu'elle dépense en coût du capital. Donc c'est plutôt un bon point. L'acquisition de Borsa Italiana, donc entre 2020 et 2021, a été une opération stratégique mais coûteuse, hein, ça lui a coûté un paquet d'argent. Ça alourdit le bilan, notamment donc avec l'effet levier. Donc le ROE a été sous pression. Ça a dilué le ROIC parce que bah, il y a des actifs supplémentaires, des amortissements, etc. Mais ça a permis à Euronext de prendre la main sur le clearing, le post-trade et diversifier ses revenus. Donc sur le long terme, encore une fois, ça peut être très intéressant. Tout à fait. Et ensuite, un autre gros point fort d'Euronext, c'est sa rentabilité, puisque si on regarde donc point 10, à quel point l'entreprise est-elle rentable, on peut regarder la marge opérationnelle qui est à 48,42%, donc c'est excellent, hein, on cherche des marges opérationnelles supérieures à 20%. La marge free cash flow qui est à 38,24%, donc c'est excellent aussi puisqu'on cherche plus de 10%, donc on est quasiment à x4 de l'objectif. Donc Euronext a des marges de très haute qualité, et ça en fait une entreprise forcément hautement profitable, donc avec un business model scalable, efficient et surtout donc CAPEX light comme on l'a dit. Pour moi, le gros point faible pour le moment, hein, c'est vraiment cette allocation du capital qui est faible et qui est due au bilan qui est complètement flingué en fait avec le rachat de Borsa Italiana. Moi aussi, ce qui me chagrine, il y a un autre point, c'est que les marges donc opérationnelles et free cash flow sont très bonnes, mais j'ai envie de dire c'est intrinsèque au secteur. Tu vois, tu as très peu d'entreprises financières, même le NYSE, le Nasdaq, etc., qui ont des marges éclatées. Donc, Ouais. on va dire que Euronext a de très bonnes marges, c'est un fait, mais en fait, elle a des marges, j'ai envie de dire, quasiment identiques à celles de ses concurrents. Par contre, elle a une dette beaucoup plus élevée, elle a des points faibles beaucoup plus élevés, tu vois, les goodwill, etc. Et les ROIC, les ROE quand même bien inférieurs. Donc, c'est tout ça qu'il va falloir mettre dans la balance si un jour vous voulez l'acheter. C'est pour ça que le deep Ensuite, sector va être super intéressant pour comparer ça peut être, Euronext justement à tous ses concurrents. ça va être très intéressant, donc restez avec nous. Donc, le 11e point, donc la croissance historique, le CAGR, donc les principaux indicateurs, ça va être la croissance du chiffre d'affaires. Le CAGR sur 10 ans, on est à plus 12,68%, donc quasiment 13% de CAGR sur 10 ans du chiffre d'affaires. Donc c'est très bon, hein, c'est très bon. Nous, on cherche supérieur à 5%. Là, et c'est quasiment 6 points de plus. Donc très bon. La croissance des free cash flow par action, donc le CAGR sur 5 ans, on est à Ah non, c'est 10 ans, 13,06%. pardon, je me suis planté, c'est le CAGR 10 ans. Ouais, sur 10 ans. Ouais.
Donc la croissance des free cash flow par action, donc son CAGR sur 10 ans, on est à 13%. Nous, on cherche plus 10%, en tout cas que ce soit supérieur ou égal à 10%. Donc là, 3 points de pourcentage de plus, c'est très bien. Il y a une superbe croissance à long terme, malgré un net ralentissement depuis 2021. Pourquoi ce ralentissement? Bah déjà, il y a un environnement économique qui est assez difficile. Donc notamment avec une inflation qui avait été élevée, des taux d'intérêt en hausse, des incertitudes géopolitiques, l'Ukraine, l'Israël, etc., qui ont freiné l'activité sur les marchés financiers et forcément donc impacté les volumes de trading sur la bourse. Ensuite, il y a le ralentissement des introductions en bourse, hein. On se souvient qu'en 2021, c'était, j'ai envie de dire, qui n'allait pas en bourse, hein. Même moi, j'aurais pu faire l'IPO de la miroiterie. Tout le monde voulait rentrer au NYSE, au Nasdaq, chez Euronext. Là, ça s'est calmé. Ça s'est réellement calmé d'ailleurs donc en 2022 et en 2023. Voilà, donc c'est redevenu à des niveaux à la normale, mais forcément, bah, il y a beaucoup moins d'argent qui peuvent être générés sur ce segment-là. Ensuite, il y a la volatilité des marchés et une diversification limitée. Bien que Euronext ait diversifié ses revenus, 60% non liés au volume en 2023, ce qui est quand même un très bon point. Elle reste quand même dépendante de façon historique aux activités de trading qui a pu être impacté par une volatilité moins favorable ou une baisse des volumes sur les marchés de cash, malgré une croissance dans les marchés FIC, donc Fixed Income, Currencies et Commodities. Un autre point qui a impacté ce ralentissement 2021, c'est l'effet de change et les coûts d'intégration. Donc les impacts négatifs des fluctuations monétaires, donc la dépréciation du NOK et des coûts d'intégration des acquisitions, donc Borsa Italiana, comme d'habitude. Donc forcément tout ça, ça a limité la croissance organique du chiffre d'affaires, malgré des synergies quand même très intéressantes, hein, 74 millions d'EBITDA en run rate en 2023. Et forcément donc, te fous pas de ma gueule avec ton accent anglais. Ah là là, c'est dur. Et le marché concurrentiel, donc forcément, les gens ont plus tendance à vouloir aller, donc soit rester privé, soit s'introduire en bourse, mais en Amérique. Donc forcément, Euronext doit allier la chèvre et le chou avec tout ça, ce qui est pas forcément évident. Mais ça, d'ailleurs, c'est vrai que c'est un vrai point, hein. Il y a beaucoup d'entreprises aujourd'hui qui préfèrent rester privées. Et c'est de Bah plus en oui, bah, plus le cas, hein. Tu vois, tu as beaucoup moins cet effet, il faut absolument s'introduire en bourse comme dans les années 80, 90. bah oui, parce Ouais. que en fait, on va en bourse pour avoir des capitaux. C'est ça, hein, l'essence d'une Mm. entreprise. Tu veux beaucoup d'argent pour investir beaucoup, donc tu rentres en bourse. Mais rentrer en bourse, ça coûte extrêmement cher. Tu as des frais tous les ans, ce qui coûte quand même cher. Et surtout, tu dois te taper des trimestres, bah, tous les trimestres. Tu dois être ultra carré sur la comptabilité, surtout, sinon tu vas te faire découper et par le régulateur et forcément in fine sur ton cours de bourse. Alors qu'aujourd'hui, tu peux rester privé, tu peux faire tourner la planche à billets de ta banque du coin, tu peux faire tourner la planche à billets du conseil départemental qui va subventionner parce que tu as dit que tu vas embaucher 200 personnes. Euh, tu as les investisseurs privés, hein, tu sais, tout ce qui est pas crowdfunding, mais Les si, je private crois que c'est equity, ça. ouais, il y en a de plus en plus, les Pri- fonds de private equity, tout Private ça. equity, bah non. La vérité, c'est que si tu as un business solide, bon, en gros, si tu as intelligence artificielle, cloud, etc. dans ton business model, tu rentres en private equity, c'est nickel. Franchement, c'est nickel. Tu vas avoir une flux, enfin, quand même pas mal d'argent. En tout cas, tu pourras, comment dire, repousser le plus loin possible l'entrée fatidique, donc l'IPO, où il faut vraiment beaucoup, 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 beaucoup de capitaux. Mais tu sais, comme on dit en startup, la série 1, série 2, série 3, tu peux la Ouais, faire, les levées de fonds. les levées de fonds, tu peux la faire en interne sans passer Mm. par de l'OPA, quoi. Tout à fait.
Ensuite, 12e point, les prévisions des analystes. Donc là, on peut regarder les prévisions un peu qui se font au niveau du chiffre d'affaires, notamment sur les 5 prochaines années, on est à plus 6,43%, donc c'est supérieur aux 5% attendus. Et sur les EPS, sur les 5 prochaines années, on est à plus 12,45% de prévision, donc supérieur aux 8% attendus. Notamment, c'est tiré par plusieurs facteurs. On a le plan stratégique Innovate for Growth 2027 qui a été annoncé en septembre 2024. Donc, Euronext vise une croissance annuelle supérieure à 5% jusqu'en 2027. On a les performances récentes puisqu'elle a fait un super premier trimestre 2025 avec une croissance de plus 14% du chiffre d'affaires. Donc, c'est très, très propre. Notamment, je pense que ça, c'est en partie dû au retour des capitaux en Europe, entre guillemets. Avec l'élection de Trump, l'annonce des tarifs, tout ça, c'est vrai qu'il y a eu pas mal de capitaux qui ont fui les États-Unis pour se rapatrier en Europe. Alors, c'est pas non plus dans des mesures stratosphériques, hein. Les États-Unis sont loin d'être terminés. Alors, regardez le S&P 500 pour ça, hein, malgré tout le contexte économique actuel. On est tous de nouveau sur des plus hauts historiques et ce, très Je comprends rapidement. pas. Ouais, C'est un délire. C'est abusé. Et également, on a des facteurs qui influencent les prévisions, comme la reprise des introductions en bourse, la volatilité des marchés et l'intégration réussie de nouvelles acquisitions comme Admin Control. Et on a également la concurrence des marchés américains. Donc bref, pas mal de choses qui peuvent ensuite influer sur les bénéfices dans les prochaines années. 13e point, dilue-t-elle ses actionnaires? Donc l'entreprise utilise-t-elle des actions pour rémunérer ses dirigeants et employés? Donc le principal indicateur dans tout ça, c'est les SBC divisés par le free cash flow. Donc on est à 2%. 2%, honnêtement, c'est très très bien. Nous, on recherche quand même des entreprises qui, comment dire, où le SBC divisé par les free cash flow soit inférieur à 10%. Donc là, c'est le cas. Et c'est très bien, surtout que tu es dans des entreprises comme ça a tendance, relativement jeunes et tout, qui ont fait leur IPO, etc. Comment dire, ça a tendance à diluer pas mal et à enrichir le boss, comme on dit. Et là, bah forcément, c'est pas trop le cas. Donc c'est très bon point. Le Les actions en SBC, c'est un truc circulation. vachement américain quand même. Ouais. Ouais. Ou c'est un truc de start-up, mais oui, oui, c'est vrai que c'est vachement américain. C'est Ouais. comme, tu vois, il n'y a pas de SBC, tu sais, quand on avait fait le Japon. Le Japon, les Mm. entreprises japonaises, t'as pas de dette, t'as pas d'action pour le board. Tu vois, genre, le board, il a juste droit de travailler, tu vois, il a juste droit de faire Ouais, ils ont 14 des heures toutes les dividendes quand semaines. même, mais ouais, c'est Ils des ont du, philosophies mais d'investissement qui sont différentes. C'est comme les rachats mm, d'actions, c'est un truc d'américain. T'as très peu de rachats d'actions en Europe ou au Japon même, par exemple. c'est clair. D'ailleurs, en parlant de rachat d'actions, là, c'est tout l'inverse. Parce que les actions en circulation, on a fait plus 36% sur 5 ans. Alors C'est énorme. nous, avec Hugo, on veut que ça soit flat, donc 0% de croissance, soit bah, le mieux, c'est la décroissance, hein, c'est du rachat d'actions. Là, on a fait plus 35% sur 5 ans. C'est énorme. C'est énorme. Donc oui, il y a très peu de SBC. Par contre, il y a une dilution qui est massive. Donc toujours et encore une fois pour le rachat, enfin pour les différents rachats, mais en particulier pour Borsa Italiana. À noter que ça baisse depuis 2022, mais ça reste quand même des niveaux relativement hauts et surtout une augmentation colossale. Alors, dites-vous qu'en 2014, il y avait 76 millions d'actions en circulation et aujourd'hui, on est à plus de 103 millions d'actions en circulation. Donc, c'est vraiment colossal. Carrément, carrément. Et ensuite, on peut parler du dividende. Avant-dernier point, donc on a une très très belle croissance, 11,7% sur 5 ans, 13,3% sur 10 ans. On a un payout ratio tout à fait raisonnable, 30,66%. On a un dividend yield d'ailleurs qui est assez honnête, hein. On est à 1,73% aujourd'hui. Donc un beau dividende, 6 ans d'augmentation consécutive. La dernière diminution du dividende, c'était entre 2018 et 2019. Donc une entreprise qui a vraiment un dividende attractif pour le coup, d'autant plus que c'est éligible au PEA, donc ça peut être un argument supplémentaire étant donné que vous savez le dividende des sociétés françaises sur PEA n'est pas
imposé, en tout cas tant que vous ne retirez pas vos capitaux du PEA. Le dernier point, donc le cours de bourse, hein, parce que bon, à chaque fois, on aime quand même le regarder, il y a pas à dire. Donc l'entreprise a-t-elle créé beaucoup de valeur pour l'actionnaire depuis ses débuts? Donc les principaux indicateurs ici, donc ça va être le cours de bourse, donc le CAGR sur 5 ans. Donc aujourd'hui, on est à 14,3% de CAGR et nous, on recherche quand même un CAGR qui est au-dessus du S&P 500, donc 12%. Et là, on a plus de 2 points de pourcentage supérieur, donc c'est vraiment très, très bien, je suis content. Le cours de bourse sur 10 ans, donc le CAGR sur 10 ans, on est à quasiment 19%, soit pas mal de points de pourcentage en plus par rapport au S&P 500. Elle le bat de façon régulière sur plusieurs années. Donc rien à dire là-dessus. Elle était quand même sous-évaluée en 2022 et 2023. En tout cas, elle était quand même attractive à l'achat. Et depuis 2023, fin 2023, elle a explosé pour rejoindre ses plus hauts actuels. Donc tout comme Deutsche Börse. Et Tout pour à vous fait. donner à titre tu voulais embrayer là-dessus? Ouais, bah rapidement, Sur un effectivement, si on fait un petit comparatif de Euronext par rapport à ses concurrents et au S&P 500, sur 5 ans, on a 14,3% de CAGR. On vous mettra les graphiques à l'écran, graphiques qui sont tirés de l'application Equinvest, bien sûr. Donc 14,3% de CAGR pour Euronext, 14,58% pour le S&P 500, 12,34% pour Deutsche Börse et 5,99% pour London Stock Exchange. Donc London Stock Exchange sur les 5 dernières années s'est éclaté, comme beaucoup d'entreprises anglaises. Hein. D'ailleurs, la bourse anglaise dernièrement, elle est vraiment éclatée. Et Deutsche Börse et Euronext, ça se tient au coude à coude, 14 et 12, sachant que Deutsche Börse est un petit peu en dessous. Ensuite, si on regarde sur 10 ans, c'est très propre avec 18% donc de CAGR pour Euronext, 11% pour le S&P 500, donc largement au-dessus. On a Deutsche Börse ensuite à 15,98% et London Stock Exchange à 17,49%. Donc que ce soit sur 5 ans ou sur 10 ans, Euronext est première en termes de CAGR de son cours de bourse. Donc c'est assez intéressant à constater. Et on voit que London Stock Exchange était première jusqu'en globalement 2021 et que depuis 2021, son cours de bourse est absolument flat. En fait, elle n'a pas du tout bénéficié. C'est ça, en fait, un peu le problème de l'Angleterre, c'est que depuis un an, là, tu as une explosion des marchés européens, en tout cas de certaines actions. Hein, ça concerne pas LVMH et Evolution AB, malheureusement. Mais, mais tu as une explosion de certaines actions européennes, notamment les actions de la défense, tout ça. Tu as le DAX qui explose. Euh, et tu vois Deutsche Börse et Euronext qui, depuis 2024, explosent au niveau de leur cours de bourse et qui ont continué à exploser en 2025 via notamment l'effet des capitaux qui reviennent en Europe. Ça n'a pas du tout concerné London Stock Exchange, puisque, comme on l'a dit, l'Angleterre est une place financière qui devient de plus en plus isolée, et je ne pense pas que ça aille en s'arrangeant. Moi non plus, figure-toi. Voilà. Alors maintenant qu'on vous a présenté la société et que vous la connaissez, je pense quand même plutôt pas mal, et maintenant, à quel prix on peut l'acheter? On va parler de la valorisation, donc le prix visé, les perspectives de croissance et les interprétations. Qu'est-ce que l'on peut dire? Ok. Donc à quel niveau de valorisation l'entreprise se négocie-t-elle actuellement? Donc encore une fois, on va sur l'application IQ Invest, donc le calculateur de prix juste. Il y a 3 données à renseigner. Première donnée, donc moi je vais prendre les bénéfices par action, ça va être plus simple. Ensuite, en pourcentage de croissance, je vais mettre 13% de croissance du bénéfice net. Alors, pourquoi j'ai trouvé ça? C'est pas sorti du chapeau. On va donc sur 10 ans, on a fait 17% de CAGR. Sur 5 ans, on a fait 21%. Et sur 3 ans, 12%. Donc, je me suis dit, on va faire la moyenne de tout ça. On va faire une sacrée décote et 13% de croissance des bénéfices par action. Au vu de l'âge d'Euronext, qui est relativement jeune, ça me paraît pas déconnant et ça me paraît quand même plutôt sécuritaire. Et le multiple final, donc j'ai mis 17 de PE. Donc là, tout simplement, c'est que j'ai pris la médiane sur 10 ans du PE et on est, donc hop, on va se mettre là, je regarde juste. Voilà, donc la médiane sur 10 ans, on est à 17. Donc voilà, j'ai mis ça.
encore une fois, si vous voulez vraiment acheter pas cher une action, ce que je fais, c'est que moi, je réalise une décote de 30% par rapport à mes données, donc 13% de croissance et 17 de PE, afin d'améliorer la marge de sécurité et vraiment de se forcer d'acheter le moins cher possible, entre guillemets, l'action, enfin en tout cas de l'acheter Ouais, au t'es meilleur prix agressif, possible. hein. Ouah. Ouais, mais en vrai, Ouais, non, c'est violent. Ça te fait combien de prix 9%, juste ça? T'as des codes de 30%? eh ben regarde, 9%, 9% de croissance du bénéfice par action, multiple final, donc c'est 12, et ça fait 63,95. Non, ça va. 63,95 €. Et quand tu regardes le cours de bourse sur 10 ans, eh ben 63,95 €, tu avais tout 2023 et tout 2022 pour l'acheter. Bon, après, le prix juste devait être légèrement inférieur à cette époque, vu que t'avais moins d'EPS, Bien, mais oui. bien sûr, tu vois, mais ce sont des prix qui peuvent se retrouver, tu Ouais, vois. ouais, ouais, Et ouais. moi, je sais que quand j'ai commencé à acheter Euronext, je vais te dire ça tout de suite dans l'historique. Et en fait, moi, j'avais vu, je crois que c'était, je sais plus c'était, pour une fois, c'était pas Bill Ackman en plus qui avait dit ça, mais c'était par rapport à vos estimations, vous les baissez encore de 30%. Et je sais pas pourquoi il avait dit ça, mais en tout cas, ça m'avait plutôt tapé dans l'œil. Et donc, je me suis dit, bah écoute, voilà, donc le Euronext, je l'ai acheté pour la première fois le 13 décembre 2023, et je l'avais acheté à 75 euros, grosso modo. Donc, Pop. ouais, pas si mal que ça, en vrai, j'étais content. L'entreprise aujourd'hui, elle est complètement surévaluée parce que du coup, on arrive, enfin, on est à moins 128% de marge de sécu, mais attends, si on remet quand même les trucs moins safe, on est à moins 34% de marge de sécurité, ce qui nous fait un prix juste de 108 € avec 13% de croissance et 17 de PE. Donc aujourd'hui, elle est très chère, elle est très très chère. Il faudrait être patient et franchement, les amis, je vous encourage vraiment à être patient. Parce que là, aujourd'hui, la bourse, c'est n'importe quoi. On est sur les plus hauts, mais forcément qu'un jour, elle va commencer par descendre. C'est inévitable. On ne sait pas quand, mais quand une bourse descend, c'est là où vous avez les meilleures affaires. Et des entreprises comme des pétrolières, comme des entreprises financières, lors de crise, c'est celles-là qui sont dans mon viseur. C'est celles-là qu'il faudra acheter à tour de bras, à volo, comme on dit. Donc, je suis patient, j'ai une petite pondération sur Euronext, je pourrais en acheter de nouveau, mais pas à ce prix-là. Pas à ce prix-là. Carrément. Et toi, Hugo? Carrément. Bah écoute, moi j'ai mis 10% de croissance des EPS. Pourquoi? Parce qu'on a une croissance estimée des analystes qui est à 12,45 et sur 10 ans, on a une médiane de croissance des EPS qui est à 9,4. Donc moi, ça me paraît honnête de couper la poire en deux et de mettre 10% de croissance des EPS, mais effectivement, tu pourrais mettre 9 pour être encore plus conservateur. Moi, j'aime bien 10%. Et ensuite, j'ai mis 16 de multiples finales. Pourquoi? Parce que, donc en fait, si on met le graphique de PE sur 20 ans, alors j'ai la flemme de vous faire le partage d'écran, mais croyez-moi sur parole, ou sinon, tout simplement, allez tester l'application EQInvest. Si on met le PE sur 20 ans, en fait, on s'aperçoit que l'entreprise a eu une période extrêmement chère entre 2019-2021, qu'aujourd'hui elle redevient extrêmement chère, mais que globalement dans son histoire, notamment entre 2016 et 2020, elle était vraiment pas chère du tout, avec des plus bas, tu vois, elle a atteint 10 de PE en 2019. Et en fait, si tu coupes la poire en deux, tu t'aperçois que tu as à peu près 15 en fait. Enfin, la médiane est à 17, mais la médiane est un petit peu faussée, je trouve, par toutes ces périodes de surévaluation. En fait, si tu tires une ligne sur le graphique, tu as plutôt 15 de médiane. Donc moi, j'aurais tendance, tu vois, à dire 16 de PE, sachant que c'est légèrement inférieur donc à la médiane 10 ans, comme on a dit, qui est à 17-18. Donc globalement, j'ai mis 10, 16, ce qui nous fait un prix juste de 89 euros.
89 euros, soit aujourd'hui un rendement pourri de 1,63% par an et une marge de sécurité négative de moins 63%. Donc, bah, comme Jean, si vous voulez acheter Euronext, soyez patient parce que c'est clairement pas le bon moment. Elle est beaucoup, beaucoup trop chère. Et même, j'ai envie de dire, c'est le cas pour tous les marchés, hein. Aujourd'hui, moi, j'ai zéro action qui clignote en vert dans ma watchlist. J'ai zéro DCA qui est prévu sur quoi que ce soit. Il y a tout qui est beaucoup trop cher. Donc, patience, mettons du cash de côté, constituons nos épargnes, notre épargne de guerre, et quand ça baisse, faut bet rarely but bet big, parier rarement mais parier gros, investissez rarement mais Exactement. investissez gros et n'achetez pas des choses trop chères, vous allez le regretter. Personnellement, toutes les erreurs que je regrette le plus, c'est d'avoir acheté trop cher, hein. C'est pas de voilà. Ouais, Donc moi aussi. patience. Et d'avoir revendu. Alors, je l'ai passé dans ma checklist. Je l'ai passé dans ma checklist. Alors, je vais pas vous la faire, ma checklist, parce qu'elle est longue, il y a 10 questions. Je vous dis juste la note. C'est 7 sur 10, ma nouvelle checklist. Donc, elle passe ma checklist. Donc, c'est top. Donc, ça, potentiellement, ça la qualifie comme action ultra mote pour rentrer dans ma watchlist ultra mote. Mais pour moi, il y a des points qui me dérangent. La dette est énorme. Enfin, putain, la dette, elle est monstrueuse. Les retours sur capitaux, ils sont éclatés. Puis moi, c'est l'État. Franchement, tu vois, et là, t'as la Dream Team au T'as capital. T'as l'État français, Belgique, l'État Italie, belge, t'as France. les Italiens, t'as la Dream Team des fonctionnaires au capital. Non, Oh, c'est pas l'enfer. sérieux. C'est pas sérieux. Moi, ça, j'avoue que c'est le gros point noir, encore plus que la dette ou quoi que ce soit, parce que la dette, je peux comprendre, tu vois, ça fait partie de sa stratégie d'acquisition. Mais l'État au capital, ça me fait peur. Ça me fait Ouais. peur, donc je ne pense pas qu'elle va se qualifier pour ma watchlist Ultramote. Pour l'instant, il y a Dutch Bourse dans ma watchlist Ultramote. Honnêtement, je suis très curieux de faire le Deep Sector parce que j'ai très très envie d'analyser ICE, Nasdaq, CME, LSE et de comparer Dutch Bourse Euronext. Ça peut être très intéressant de les mettre toutes comme ça dans un gros tableur Excel comme on a fait pour les pétrolières et de voir un peu les forces, les faiblesses de chacune. Je pense que c'est vraiment intéressant comme ça quand vous analysez une société de vous faire un récap avec toutes les entreprises du secteur. Et pour ça, bah, vous chopez les données sur, je vais me répéter, hein, mais sur l'application. Vous avez dans l'onglet fondamental la page concurrents où vous trouvez tous les concurrents. Et tu vois, en un seul coup d'œil sur Euronext, fondamental concurrent, tu peux voir tous les concurrents. Donc, tu vois, ASCME, on en a déjà parlé, LSE, tu as le Hong Kong Exchange, Deutsche Börse, Nasdaq, CBOE Global Markets, bla bla bla, Singapore Exchange, Japan Exchange Group, TMX Group, donc ça c'est la bourse du Canada, t'as ASX, la bourse d'Australie, enfin bref, on en a plein qu'on va pouvoir intégrer dans notre t'as même le Tel Aviv Stock Exchange. Bon, je suis pas sûr qu'on l'intègre Ouais, bon, celui-là. après, ouais. Enfin bref, il y en a plein, plein, plein. Donc ça va être très intéressant à faire ce deep sector. Et donc toi, Jean, qu'est-ce que t'en penses? Bah, écoute, Euronext, une chose est sûre, c'est que je la revends pas. Ça, c'est sûr, je la revends pas. Je pense que Euronext, c'est un bon moyen d'être exposé à la bourse européenne. Alors, j'ai beaucoup craché sur l'Europe et parlé mal de l'Europe, etc. Mais je pense, tu vois, par rapport à ce qui s'est passé aux États-Unis en début d'année et tout, où Trump il a fait n'importe quoi, etc. Je pense que être diversifié en termes géographiques peut être intéressant. Finalement. Et C'est le finalement, LQQ qui te fait dire ça ou quoi? en fait, c'est surtout que le mec, il a fait n'importe quoi. Ensuite, il a rétro-pédalé à tout va. Donc, Ouais. c'était, mais vraiment, enfin, et s'il avait continué comme ça, c'était la fin des haricots, tu vois. Donc, je pense que avoir des entreprises qui sont impactées sur, tu vois, je te demande pas d'être diversifié sur la Turquie et l'Inde, hein, faut pas déconner non plus, mais sur l'Europe, ça peut être intéressant. Mais il faut prendre vraiment le haut du panier, le gratin du gratin. Et je pense, selon moi, que Euronext en fait partie, même s'il y a l'État au capital. Je pense que l'État est au capital, mais c'est que Euronext, c'est pas une entreprise comme du Hermès, etc. Euronext, à mon avis, c'est le bras armé de la BCE, c'est le bras armé des principaux États européens. C'est ce qui va leur permettre de concurrencer enfin, en tout cas c'est tout ce qu'ils veulent, hein,
comment dire, de concurrencer l'Amérique, hein, tout simplement le Nice, etc. Et l'attractivité des US, d'essayer de faire pareil, mais en France, plutôt en Europe. Ce qui fonctionne relativement bien, encore une fois. On voit qu'il y a beaucoup plus d'investisseurs qui essayent d'arriver en Europe parce qu'ils ont eu vachement peur de Trump. J'ai parlé avec une cliente mardi quand j'étais allé lui livrer un verre. Euh, C'était une Américaine et en fait, elle avait acheté un pied-à-terre. Alors, on n'a pas la même définition de pied-à-terre, hein. Là, c'était un sacré pied-à-terre en plein Paris, dans le 16e arrondissement. Et en fait, je parlais avec elle et elle me disait que donc elle était pas dans la finance. Je pense qu'elle devait être dans la santé, d'après ce que j'avais compris. Euh, Parce qu'elle parlait un peu franglais, donc tu vois, c'était pas forcément facile. Et en fait, elle a quitté les États-Unis avec tout son groupe d'amis et son mari pour la France parce qu'ils sont absolument contre la politique de Trump. Alors, on n'est pas là pour faire de la politique. Moi, je vous relate juste les faits que l'on m'a racontés. Et je pense qu'il y a voilà, c'est pas pour des bonnes raisons qu'on décide de partir, entre guillemets, un Eldorado, le fameux Eldorado américain, pour aller se réfugier en Europe, et pourquoi pas aller se réfugier à Hong Kong, etc. Là, ils ont choisi l'Europe en l'occurrence. Donc je pense vraiment que Euronext a toute sa place pour, si ils ne font pas n'importe quoi, et vraiment, Stéphane Boujna, pour avoir écouté son interview, je le pense honnête, pour avoir vu ses résultats, ils sont honnêtes, ils sont plutôt très bons, donc ça, plus ça, plus ça, je me dis que Euronext peut arriver à faire quelque chose en Europe. Et il faut pas oublier que même si je suis personnellement pas forcément je suis contre, hein, pour être très franc, l'union des capitaux en Europe, c'est-à-dire créer des méga banques entre enfin, par exemple, ils en parlaient avec la Société Générale de faire des méga fusions en Europe pour vraiment avoir tout l'union des capitaux. Il y a des super vidéos. Non, c'est pas Terra Bellum. Bref, vous mettez Union des capitaux Europe explication sur YouTube, vous allez trouver, il y a une super vidéo qui explique tout ça. Bon, ils vont y arriver, hein, d'ici 5, 10 ans, 15 ans, c'est sûr. L'Europe, c'est soit elle coule, soit il y aura l'union des capitaux. Je pense plus qu'elle va réussir à faire ça. Et dans ces cas-là, vraiment, je pense qu'Euronext sera une entreprise qui est en pole position pour bénéficier de tout ça, parce que ça sera une obligation, à mon avis, tout simplement étatique, ou en tout cas au niveau de la BCE. Donc, là aussi, le point positif pour moi chez Euronext, c'est qu'elle est relativement jeune. Contrairement à Deutsche Börse qui date depuis le Paléolithique, Euronext a encore de la place pour devenir un acteur quand même majeur, un assez gros acteur, hein. Aujourd'hui, elle est toute petite, hein, c'est 17 milliards de capitalisation boursière. Dites-vous, CME, c'est 101 milliards. Donc, elle a quand même de la place, elle a quand même un levier de croissance externe via des rachats ou même en interne en développant plusieurs produits voilà, dont elle peut bénéficier pour continuer à croître. Et pourquoi pas un jour devenir le futur concurrent sérieux du NYSE ou du London Stock Exchange. Voilà, je pense que l'avoir en portefeuille, c'est une bonne idée. Je vais la garder. Je peux la renforcer, mais pas à ces niveaux-là. Mais en tout cas, pour moi, elle est dans ma watchlist, elle est dans mon portefeuille et elle va y rester. C'était ma conclusion un peu longue, mais moi, je pense que vous avez compris là où je voulais en venir. Très bien, très bien, très bien. Bah écoutez, rejoignez le Discord. Rejoignez le Discord et dites-nous ce que vous en pensez. Partagez-nous vos avis. On se fera un plaisir de discuter avec vous. On va prévoir de notre côté, comme on vous a dit, la rencontre abonnée en septembre. Alors, si vous êtes de Paris ou de région parisienne ou même d'ailleurs en France, on a des gens qui sont venus de loin la dernière fois qu'on avait fait la rencontre abonnée. Donc, n'hésitez pas on vous donne, alors on n'a pas encore les dates officielles, hein, bien évidemment. On ne sait pas encore sous quel format on va le faire, ni dans quel lieu, même si on a des petites idées. Est-ce qu'on prend, voilà, on ne sait pas ce qu'on. Bref, on va faire un truc. Prévoyez-vous dans vos agendas un week-end, un vendredi soir très probablement en septembre où on va faire ça. Ça va être très cool. On a hâte en tout cas de pouvoir rediscuter avec vous tous. Absolument. Dites-nous aux commentaires aussi si ce format de deep dive vous plaît, parce qu'auquel cas, si ça vous plaît pas, on retournera sur le format d'avant.
même si je le trouve quand même plus intéressant celui-là. Déjà, il est plus rapide, hein, 1h30 pour un podcast. Si vous nous suivez depuis longtemps, vous savez qu'on a fait beaucoup plus. Donc voilà, n'hésitez pas à nous dire en commentaire ce que vous avez pensé de ce podcast, si vous avez Euronext en portefeuille, si vous pourriez l'avoir en portefeuille, ou tout simplement si vous avez un concurrent en portefeuille qui vous intéresse un peu plus. Sur ce, bah, on se retrouve tous les lundis matins à 8h. N'oubliez pas de vous abonner, n'oubliez pas de liker si vous avez aimé ce podcast. Et on se dit à très bientôt. Prenez soin de vous et de vos finances. Salut à tous. Ciao. Ciao.